Et nous terminons cette séquence 8 portant sur les notions de travail et de liberté avec un texte d'Alexandre Koyev qui s'intitule Introduction à la lecture de Hegel en 1947. Donc il est très important de comprendre que dans ce texte, il y a deux lectures possibles. Une première lecture qui est une lecture métaphysique. Le terme de métaphysique veut tout simplement dire au-delà de la physis, de la nature, de l'environnement concret, puisque le grec méta veut dire au-delà d'eux. Donc on a cette première lecture un peu théorique et abstraite, métaphysique. Et on a d'autre part une lecture beaucoup plus historique et politique qui va notamment inspirer la théorie marxiste de la lutte des classes. Donc je commence par vous expliquer la doctrine plus théorique, plus métaphysique, avant de vous en montrer les applications pratiques. Donc la première chose à voir ici, c'est que dans la théorie hegelienne présentée par Koyev, donc Alexandre Koyev, même si ça s'écrit Kojev, ça se prononce Koyev, comme Hans Jonas qui s'écrit Jonas. Donc cette doctrine-là, elle vient d'une doctrine hegelienne qui est une dialectique. La dialectique, c'est en fait un mouvement en trois parties qu'aujourd'hui les élèves connaissent très bien, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc trois mouvements. Et en fait, pour Hegel, tout avance par ce rythme ternaire. Tout d'abord une thèse, c'est-à-dire une affirmation, quelle qu'elle soit, qui ensuite va être contredite, une antithèse, et qui enfin va être résolue dans ce qu'on appelle la synthèse, le dépassement du problème. Ici, ce qu'on voit, c'est que pour Hegel, ça commence par un combat de deux entités qui ne sont pas encore des hommes, qui sont plus à l'état d'esprit, presque de conscience. Et ces deux entités vont se battre pour être reconnues l'une par l'autre. Donc il faut vraiment voir ça ici comme une espèce de manière très abstraite et métaphorique, une espèce de bras de fer entre deux entités, et chacune des deux veut gagner. Mais il y en a bien une qui est plus puissante que l'autre. Et donc, l'une des deux va remporter le bras de fer, la lutte des consciences. Cette personne, cette entité qui remporte la lutte des consciences, on va l'appeler le maître. Il est dans une situation de domination. À l'inverse, une personne qui va perdre ce bras de fer, on l'appelle l'esclave. Il est asservi, il est exploité, soumis au maître. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que le maître gagne et l'esclave perd. Le maître force l'esclave à travailler pour lui. Il l'exploite gratuitement. Il ne le paye pas et l'esclave est forcé d'accomplir toutes les choses que le maître va lui demander de faire. Donc l'esclave va au champ, l'esclave va peut-être cuisiner, va construire, va travailler pour le maître, sans être rémunéré. Mais subtilement, un changement s'opère. En effet, jusque-là, c'était le maître qui était le plus fort, c'est lui qui avait remporté le bras de fer. Ce qu'on constate à l'inverse, c'est que l'esclave, à son tour, va acquérir des compétences. Puisque le maître l'a exploité, lui a demandé de travailler pour lui, l'esclave va progressivement acquérir des compétences. S'il est tenu par le maître de travailler la terre, alors il acquiert des compétences agraires, agricoles, techniques de la terre. Il va même peut-être acquérir des connaissances en biologie ou en agroécologie. Par la suite, l'esclave, si, pour un autre exemple, est amené par le maître à construire des biens, des bâtiments, il va acquérir des compétences de manufacture, de BTP, etc. Et progressivement, ce dont on se rend compte, c'est que l'esclave acquiert des compétences qui vont non seulement façonner l'environnement, il travaille la terre, il construit des maisons, etc. Mais en plus de ça, il va façonner son identité. Et en fait, ça s'explique simplement. Quand on acquiert des compétences, alors on est fier de soi. On est dans une situation où notre identité a gagné en expérience, en compétences, et donc on est valorisé par son travail. Progressivement, le renversement s'opère, le maître devient totalement dépendant de l'esclave, et l'esclave domine le maître par son travail et ses compétences. Le maître ne sait rien faire puisqu'il dépend de l'esclave, et l'esclave sait tout faire puisque le maître l'a forcé à faire toutes ces choses. Alors attention, ici on ne dit pas que l'esclavage est une bonne chose. Simplement, on voit dans l'esclave un être plein de ressources dont le travail va le faire aboutir à un état de conscience supérieur au maître. Et donc, il y a un processus de renversement. Pour reprendre la dialectique, on passe d'une thèse à une antithèse. La thèse étant le maître domine l'esclave, l'antithèse devient
l'esclave, par son travail, devient plus fort que le maître et peut désormais le dominer. Et à la fin de cette thèse et antithèse, on a la synthèse. Puisque l'esclave est plus fort que le maître, alors il provoque un nouveau duel. Il va provoquer le maître. Et le maître ne veut pas perdre la face, donc il accepte un nouveau bras de fer avec l'esclave. Mais il a perdu cette fois-ci, puisque c'est l'esclave qui est devenu le plus fort. Et pour ce faire, Koyev va reprendre un terme hegelien qui est le terme Bildung, B-I-L-D-U-N-G. Le Bildung a deux sens. C'est une transformation du monde à l'extérieur et c'est une formation de l'homme à l'intérieur. Le travail est Bildung, c'est-à-dire qu'il y a un impact sur le monde. Il va y avoir par exemple modification de la matière, le sens de la technique qui est une transformation des ressources naturelles. Mais il va également y avoir formation intérieure, acquisition de compétences pour l'esclave. Le travail opère un changement dans le monde, dans l'environnement extérieur, et aussi un changement dans l'intériorité même de l'homme et de l'esclave. Et c'est en ce sens que Marx va se saisir de cette problématique du maître et de l'esclave, dans ce qui sera passé à la postérité comme étant la lutte ou la dialectique du maître et de l'esclave. Et pour Marx, c'est limpide. Hegel peut s'appliquer pour la lutte des classes. En effet, on voit bien qu'historiquement, des minorités ont opprimé des majorités sur la base de principes complètement infondés et de discrimination qui n'étaient fondées sur rien du tout. Donc, les minorités oppriment la majorité, le patronat et les bourgeois oppriment les prolétaires. Mais les prolétaires sont plus nombreux et acquièrent des compétences que les bourgeois et le patronat n'ont pas. Et donc, dans l'adage prolétaire de tous les pays, unissez-vous, Marx espère opérer un renversement à grande échelle, une lutte des classes. Puisque les prolétaires unis sont plus forts, plus compétents et plus astucieux que les patrons et les bourgeois, alors l'union des prolétaires permet le renversement dialectique et les anciens esclaves deviennent les nouveaux maîtres. Le problème de la lutte des classes, c'est que c'est une situation infinie. Si les maîtres deviennent les esclaves deviennent les maîtres, alors on retrouve le même problème. Un maître qui était un ancien esclave va progressivement devenir dépendant de ces nouveaux esclaves qui étaient ses anciens maîtres. Ce qu'il faut donc faire, c'est arriver, pour Marx, à la fin des classes. De ce fait, puisqu'il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus besoin de lutte sociale pour obtenir des privilèges d'une classe à une autre. Et c'est en ce sens que, pour Marx, la dialectique se résout en une synthèse qui est la fin des classes économiques et sociales. Voilà la deuxième lecture historique et politique de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. J'espère que c'est plus clair.